Bonjour Edniva. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous ce matin et ravi de vous revoir sur le plateau de LCI. C'est moi qui suis ravie de retrouver les téléspectatrices et téléspectateurs d'LCI. Et vous allez nous raconter, vous revenez donc de Russie, vous avez passé 2 mois sur place, sur le terrain, je le disais, 65 jours précisément. On a pu suivre d'ailleurs, et on a pu vous suivre grâce au reportage que vous avez écrit et publié pour le magazine Le Point. Alors, 65 jours tout d'abord, sur votre retour, sur vos conditions de travail sur place. J'avais plusieurs questions. Vous étiez seul, sans fixeur, sans interprète. Comment c'est possible? C'est parce que vous avez vécu, vous avez habité là-bas 10 ans, vous connaissiez le pays? Oui, voilà, je crois que c'est ça, c'est très clair. J'ai quand même un passé, 10 ans avec la Russie. J'ai écrit une thèse de doctorat sur le rôle des médias en Russie. Je parle russe, j'avais appris le russe au collège et au lycée, c'était ma deuxième langue. Ensuite, donc j'ai commencé ma carrière journalistique en Russie, j'ai passé 10 ans, c'est là où j'ai débuté ma carrière, avec d'ailleurs la guerre en Tchétchénie. Donc j'ai une première expérience de la guerre qui était déjà l'armée russe contre le peuple de tchétchène, la République ethnique de Tchétchénie, qui fait toujours partie de la Russie. Et puis ensuite, au niveau international, on ne parlait plus tellement de la Russie jusqu'à cette guerre. Donc quand la guerre a éclaté, quand la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022, j'ai été, comme tout le monde, bouleversée. Et puis je me suis dit tout de suite qu'il fallait que j'aille en Ukraine, sur le terrain, faire mon métier de reporter. Et ensuite, après être allée en Ukraine, je me suis dit, il faut que j'aille en Russie. Parce qu'il faut aussi que j'essaye de saisir ce qu'on dit de l'autre côté. Dans une guerre, il y a deux belligérants, les uns contre les autres. Et puis j'ai demandé donc le visa pour aller en Russie, qui n'a pas été facile à obtenir. C'est long, on le donne pour 3 mois. Et puis j'y suis allée, voilà. Et donc je suis restée le maximum. Et vous avez observé, vous avez vu cette Russie d'aujourd'hui en plein pendant cette guerre. On va s'arrêter sur plusieurs de vos reportages, des rencontres que vous avez pu faire pendant ces 2 mois. Moi, j'ai été particulièrement marqué par un de vos reportages très prenant, qui est intitulé Une journaliste, c'est vous, infiltrée dans le Donbass russe, où vous vous êtes glissé dans un convoi au cœur de l'Ukraine occupée. Alors là, c'est assez hallucinant. On découvre une méfiance envers en fait toutes les structures de l'État russe, la conviction pour beaucoup de se dire tiens, il vaut mieux que j'agisse moi-même plutôt que de faire confiance à ce qui a été mis en place. Vous voyez des personnes qui collectent des fonds, des vêtements, des antibiotiques qui sont envoyés. Et vous avez ce témoignage, vous l'avez recueilli, d'un homme qui a été sur le front du Donbass et qui vous dit « J'y suis allé rempli de patriotisme, j'en suis revenu la tête pleine de merde ». Je cite, il pensait cette armée beaucoup plus forte. Il parle même d'incompétence, de fragilité, du pouvoir. Et cette femme qui enchaîne en disant « Nos soldats sont des héros, mais au pouvoir, il n'y a que des connards qui ne sont même pas capables de les habiller. La preuve, on doit le faire à leur place ». Quels sentiments ils ont à l'égard de l'armée et de Poutine? Voilà, le but, c'était d'essayer de saisir ce que pensent les Russes, la population russe, parce qu'elle n'est pas justement tel un seul homme derrière Vladimir Poutine. Et là, on le voit. Oui, on le voit. Mais quand j'ai parlé à des centaines et des centaines de Russes, c'était mon but. Le but d'un journaliste, c'est d'avoir des sources, c'est d'avoir des interlocuteurs. Et d'ailleurs, ma grande peur, avant de partir, c'était que personne me parle, tellement les gens ont peur. Alors effectivement, les gens ont peur, mais on peut... d'abord, il faut gagner leur confiance, et puis ensuite, il faut modifier leur identité, parfois modifier leur profession pour pouvoir rapporter leur témoignage. Mais c'est ça le rôle du journaliste. Alors, j'ai été dans le Donbass, occupé par la Russie. Le Donbass qui, internationalement parlant, appartient toujours à l'Ukraine. Je tiens à le souligner. Je n'y suis pas allée depuis l'Ukraine parce que j'aurais dû traverser la ligne de front. Ça ne peut pas se faire. Donc pour aller dans le Donbass, occupé par les Russes et annexé par la Russie, on doit passer par la Russie. Mais c'est pas facile à faire parce qu'il faut trouver comment y aller. Bien sûr, les Russes eux-mêmes sont très méfiants. Ils n'ont pas du tout envie qu'il y ait des journalistes sur place, sauf les leurs. Les leurs, c'est-à-dire ce sont leurs voyenkory, ce qui veut dire en russe correspondants de guerre, qui sont des correspondants de leur télévision d'État, qui accompagnent les troupes et qui parlent de leurs troupes en étant patriotes, si vous voulez. Ils n'ont aucune objectivité journalistique. Donc, mon but, c'était d'essayer d'y arriver. Comment? Alors, j'ai trouvé effectivement ces personnes que vous avez citées, qui sont des citoyens russes, qui ne sont pas des militaires, qui sont des civils et qui sont des patriotes, qui sont en faveur de cette guerre. Parce qu'en Russie, j'ai parlé à des gens qui sont en faveur de la guerre, aussi à des gens qui sont contre la guerre, mais ceux-là sont en faveur et ils estiment qu'ils doivent aider l'armée, les militaires, les soldats sur place, parce que l'État ne le fait pas assez bien. Et ils trouvent cette armée incompétente.
Oui, et il critique cette armée, et il critique le rapport entre le haut commandement et les soldats. Mais ça ne fait que corroborer ce que vous et moi on entend depuis des mois, puisque les conversations des soldats russes entre eux sont interceptées par les Ukrainiens. Tout ça, ça sort sur les chaînes Telegram, sur les médias sociaux, etc. On le sait. Mais ce qui est intéressant, c'est de l'entendre de la bouche des Russes, et surtout de la part de Russes qui sont patriotes et en faveur de cette guerre. Et je dois dire que j'ai même entendu, il y avait un militaire russe qui, sur place, était chargé de contrôler, dans le Donbass, qui était chargé de contrôler ce que j'allais faire et à qui j'allais parler. Ils n'ont pas envie que je parle à n'importe qui, bien sûr. C'était RIM. RIM, exactement. D'abord, d'ailleurs, on en parle. Donc, absolument. Eh bien, ce RIM lui-même, c'est un engagé. Ouais. Il a signé un contrat. Donc, et lui, il était chargé de me surveiller. Donc, on ne peut pas penser qu'il est anti-Poutine, ni anti-Russie, ni anti-guerre. Alors, il ne l'est pas. Mais j'ai entendu de sa bouche des critiques que je ne pensais jamais pouvoir entendre. C'est-à-dire, bon, lui, il a 30 ans. Il m'a dit, moi, je trouve ça normal que s'il le faut, on critique notre armée et le fait qu'on n'ait rien. Donc, en fait, c'est pas, si vous voulez, le fait même que cette guerre existe qu'il critique. Ce qu'il critique, c'est le fait que l'État russe n'est pas capable de la mener bien, sans but précis, de la réussir, de la gagner, parce qu'en Russie, eux-mêmes, même les plus pro-guerre, savent bien qu'elle n'est pas en train d'être gagnée. Et puis surtout, que sur le terrain, les militaires ont froid, les militaires ont besoin qu'on les aide. Donc il y a des chaînes de solidarité qui sont organisées par ces citoyens, de la même façon que j'avais vu ça en Ukraine, mais en Ukraine, je l'avais vu de façon décuplée. Un enthousiasme de la résistance civile ukrainienne par rapport au fait qu'on a été envahi. Et là, je voulais voir comment c'était côté russe. Alors, ça existe quand même. C'est pas du tout de la même façon que côté ukrainien. D'ailleurs, ce fameux RIM, c'est un pseudonyme. Oui, c'est un pseudo. Oui, il ne voulait pas me donner sa vraie identité. Bien évidemment. Il y a une phrase qui m'a interpellé dans ce qu'il vous a confié. Il dit « Je respecte le soldat ukrainien qui se défend et accomplit son devoir. Je n'irai pas piétiner son drapeau, mais je me battrai contre lui tant qu'il faudra. Si les gens en Russie pensent que l'Ukraine est un pays frère, pas moi. » Alors qu'on entend Vladimir Poutine répéter à longueur de temps, les Ukrainiens, ce sont nos frères russes. Oui, vous avez raison de le souligner, Julien. C'est la différence entre la rhétorique d'un leader qu'on ne fait que commenter et surcommenter et la réalité du terrain. C'est-à-dire que voilà que les Russes, je n'ai pas entendu que de sa bouche, que de la bouche de ce militaire. Il n'est pas isolé. Il n'est pas isolé. Énormément de Russes aujourd'hui, cette guerre leur fait mal. Ils n'en comprennent pas le but. Ils voient bien que ça patine. Mais en même temps, ils sont patriotes, ceux qui sont pro-guerre, ils sont patriotes, ils voudraient gagner, ils n'y arrivent pas. Donc du coup, ils se mettent plutôt à en vouloir à leur État et en vouloir au pouvoir politique russe de ne pas réussir à la gagner. Et justement, ils ne comprennent pas aujourd'hui quand le pouvoir dit « les Ukrainiens sont nos frères ». Parce qu'ils disent « nous avons envahi l'Ukraine », parce qu'ils le savent très bien, les Russes, que c'est la Russie qui envahit l'Ukraine. Même s'ils disent quand même si nous n'avions pas envahi l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui nous aurait envahis. Ça, c'est le résultat de la propagande. Mais ils savent que c'est eux qui ont envahi. Eh bien, nous, les Ukrainiens, ne sont plus nos frères. Les militaires le disent. J'ai entendu beaucoup de personnes dans la population civile, de Russes, qui me disaient encore que les Ukrainiens étaient leurs frères, leurs sœurs et qu'ils avaient beaucoup de familles. Donc, vous voyez, cette guerre ne laisse personne indifférent en Russie. Et ça, c'est ce que j'ai découvert en me rendant sur place. C'est-à-dire, 1, les Russes ne sont pas tel un seul homme derrière Poutine. 2, cette guerre les fait souffrir. Évidemment, cette souffrance n'a rien à voir avec la souffrance ukrainienne, mais c'est une souffrance qui peut-être va mener à quelque chose dans la société civile russe, même si on est encore loin d'une révolution, parce que le pays est gigantesque, et évidemment, le pouvoir joue là-dessus, diviser pour mieux régner. Et c'est pour ça que j'ai été dans une république ethnique, en Sibérie, où j'ai pu me rendre compte que là, effectivement, ceux qui étaient envoyés au charbon, si je puis dire, eh bien, c'est la plupart du temps des non-Russes. Pourquoi ? Parce que eux, ils sont engagés dans l'armée. Et pourquoi ils sont engagés dans l'armée ? Parce que l'armée, c'est un ascenseur social. Parce que l'armée, c'est un job comme un autre dans des républiques, dans des régions où il n'y a rien d'autre à faire. Quel est le jeu militaire, selon vous, de Vladimir Poutine ? On a vu 2 conférences de presse, 2 prises de parole successives ces dernières 48 heures de la part du président russe, à la fois disant bah voilà, on va déployer un arsenal militaire et financier pour 2023. Et puis hier, quand il explique, nous ne voulons pas alimenter le conflit militaire, au contraire, nous voulons mettre fin à cette guerre. Ben oui, c'est le paradoxe, c'est la façon de Vladimir Poutine d'essayer de se sortir de ce dans quoi il s'est empêtré, et justement parce qu'il craint quand même d'être mal compris par sa population.
parce que ce qu'il a dit avant-hier, quand il parle d'augmenter les chiffres des conscrits, d'augmenter les chiffres de ces fameux engagés dont on parle depuis le début Ils de craignent cette une interview. deuxième mobilisation, d'ailleurs, les Russes. Mais bien sûr qu'ils en ont très peur. Et justement, ce qu'a dit Vladimir Poutine avant-hier, c'est pour essayer de convaincre la population russe que cette deuxième vague de mobilisation n'aura pas lieu, puisqu'il dit qu'il va essayer de faire en sorte de mobiliser davantage d'engagés, de faire en sorte que justement il y aura davantage d'engagés. Et comment ils vont le faire? Ils vont le faire en essayant de montrer que c'est encore plus dans leur intérêt à ces jeunes de signer des contrats avec l'armée. D'où viennent-ils? Je le répète, ils font partie de cette Russie qui est la Russie non russe, la Russie des républiques ethniques, qui, eux, payent un prix élevé, qui payent un prix supérieur par rapport aux Russes. Les Russes, les jeunes Russes des grandes villes, de Moscou, de Saint-Pétersbourg, ont très peu été mobilisés. Ceux qui en avaient le plus peur sont partis. Ils sont partis parce qu'ils en avaient les moyens. Tout le monde n'en a pas les moyens. Il faut de l'argent. Ceux qui sont dans des villes de Russie lointaines, dans des villes déprimées qui n'en ont pas les moyens, et ceux qui sont dans ces républiques ethniques qui, bien avant le début de cette guerre, étaient déjà engagés sous contrat avec l'armée, eh bien ceux-là, aujourd'hui, ils sont envoyés sur le front. Eh bien, ce que nous raconte en fait Vladimir Poutine, c'est qu'il est en train, sans le dire, sans l'accepter, sans l'assumer, de militariser toute l'économie russe. Mais ça fait moins peur aux Russes que de dire il va y avoir une deuxième vague ou une troisième vague de mobilisation. Vous qui étiez sur le terrain pendant ces 2 mois, est-ce que vous avez entendu les Russes parler concrètement et prononcer le mot de guerre, ou alors, comme le fait le pouvoir, de dire c'est opération spéciale, point barre? Alors ça, c'est très intéressant. Il y a, en fait, ceux qui prononcent les mots en russe opération militaire spéciale, ce sont uniquement ceux qui parlent publiquement, c'est-à-dire les médias et bien sûr les hommes politiques. Et toutes les personnes de la société civile qui, par exemple, voudraient faire un post. Bon, même si Facebook est censuré aujourd'hui en Russie, hein, Instagram aussi, mais ça marche avec un VPN, bien sûr. Mais si vous exprimez en n'utilisant pas ce mot opération militaire spéciale, vous pouvez avoir des problèmes juridiques, des problèmes vous pouvez être arrêté, tout simplement. Ça, c'est très important. Mais dans les conversations que moi j'ai eues, qui ne sont pas des conversations publiques... En privé? Oui. C'est-à-dire quand je parle avec tout le monde, bon, une fois de plus, je le répète, je ne vais pas en Russie pour parler à personne, je vais en Russie pour parler à 50 personnes par jour. Ces gens, quand ils me parlent, ils utilisent tous le mot guerre. Personne n'utilise le mot opération militaire spéciale. En revanche, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que je dévoile leur identité. Voilà. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que hier, Vladimir Poutine, dans son discours, non pas celui d'avant-hier sur la réforme de l'armée, mais celui d'hier, devant les journalistes. Devant les journalistes, quand il a dit « Nous avons envie d'arrêter cette guerre ». Hein. Il prononce le mot guerre. Il a prononcé le mot guerre. Vaina en russe, c'est le mot guerre. Il n'a pas prononcé le mot opération militaire spéciale. C'est absolument incroyable. Eh bien, je crois avoir compris, non pas seulement hier, mais depuis que j'ai été justement sur le terrain en Russie, et ça, je ne l'aurais pas compris si je n'avais pas été sur le terrain, je pense avoir compris pourquoi le pouvoir russe tient à ne pas utiliser ce mot guerre. C'est que quand tu utilises le mot guerre, comme Vladimir Poutine hier, c'est en fait pour qualifier l'action que le Kremlin estime être celle de l'Occident collectif envers la Russie. Et là, il parle de guerre. Donc il dit on veut arrêter cette guerre, c'est-à-dire cette guerre globale qui a lieu. En revanche, quand le Kremlin veut qualifier sa propre action, ce que lui est en train de faire pour arriver à ses buts, qui ne sont pas très clairs, ou ratés, ou je ne sais quoi, mais sa propre action, dans le Donbass, dans les régions qui ont été annexées, etc., il faut parler d'une opération militaire spéciale. Donc la guerre, on la laisse finalement, et on laisse sa responsabilité au reste du monde. Voilà ce que je crois avoir compris de cette différence qui finalement pose question depuis le départ. Mais dans le commun des mortels, les Russes ne font pas la différence. Comment les Russes vivent au quotidien? Vous, de ce que vous avez pu voir, vous avez pu constater, est-ce qu'il y a encore des marques occidentales qui sont présentes? Comment vivent-ils les sanctions? Est-ce que c'est pareil si on habite Moscou ou dans une province un peu plus éloignée? Alors là, il faut que je sois très clair. Les Russes vivent absolument normalement. Je n'ai vu aucune différence
entre mon voyage de cette année, avec une Russie sous sanction, bannie, punie, etc., et mes précédents voyages. J'allais dire comme si de rien n'était. Exactement, Julien, comme si de rien n'était. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. Et ça aussi, c'est quelque chose que je n'aurais pas compris, je crois, si je n'avais pas été sur le terrain. En fait, il n'y a pas une ou deux Russies, il y a environ 4 Russies. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est une analyste, une économiste russe. 4 Russies, et c'est très important. La première Russie, c'est la Russie créative, la Russie de l'intelligentsia, la Russie des élites. Cette Russie-là, c'est celle qui a payé le coût le plus sévère, qui aurait payé le coût le plus sévère vis-à-vis de ces sanctions. Donc cette Russie-là, elle est partie. Elle est partie, elle est en Arménie, en Géorgie, à Dubaï, etc. Et le Kremlin, les pouvoirs russes, est très content qu'elle soit partie, parce que justement, c'est ceux qui sont le plus critiques envers le pouvoir. Donc le pouvoir n'a pas besoin de ces Russes-là. Ensuite, et ceux-là, donc, ils n'ont pas à souffrir ou pas, ils sont partis du pays. Ensuite, il y a la Russie des villes moyennes et des villes petites de Russie, qui ne sentent pas encore le poids des sanctions. Mais à l'avenir, ils vont les sentir, parce que leurs revenus vont baisser. Et ces Russes-là, ces Russes moyens, ils ne vont plus pouvoir se payer des vacances, même à Sotchi ou en Turquie, où ils allaient énormément, justement, depuis quelques décennies, depuis que Vladimir Poutine était arrivé au pouvoir. Ça, c'est la deuxième Russie. Ensuite, il y a une troisième Russie, très importante, la Russie des villes déprimées, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, cela, c'est les plus pauvres, mais c'est la grande majorité des Russes. Et on est situé où à peu près sur la... Mais cela, c'est tout le reste de la Russie. C'est les villes déprimées, c'est la grande majorité de la Russie. Et cela, ils ne sentent rien du tout. Pourquoi, Julien? Mais parce qu'eux, ils ne vivaient pas des produits occidentaux. Ils n'avaient pas les moyens de se les payer. Donc que ces produits ne soient plus disponibles... Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ces Russes-là, ils ne roulaient pas en Mercedes. Donc qu'il n'y ait plus... qu'on n'ait plus les moyens de s'acheter des pièces détachées pour les Mercedes, sauf qu'en fait, il y a toujours des moyens, comme les Russes me l'ont expliqué, ça passe par l'Ouzbékistan, par la Chine, etc. D'ailleurs, tiens, j'ai un autre militaire qui m'a dit, le Coca-Cola, maintenant, bon, on ne peut plus en avoir en Russie, mais à l'armée, dans les casernes, ils nous en apportent importés d'Ouzbékistan. Bon, ça, c'est la troisième Russie. Et puis, il y a une quatrième Russie, qui est la Russie des minorités ethniques, dont on parlait tout à l'heure. Celle-là, c'est une Russie qui est dans une situation délicate, parce que justement, c'est ceux qui payent le prix le plus cher, parce que c'est ceux qui vont, via le fait qu'ils sont dans l'armée, qui vont sur le terrain. Eh bien, le pouvoir russe la dorlote, essaye de la dorloter, cette Russie-là. On le voit avec Kadyrov, la Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est une république ethniquement non russe. Toutes les élites tchétchènes sont achetées par le pouvoir, par le Kremlin. Ramzan Kadyrov est un vassal de Vladimir Poutine. Eh bien, c'est ce que le pouvoir russe va essayer de faire avec les autres républiques ethniques, les caresser dans le sens du poil, leurs élites, pour faire en sorte que, justement, les éventuelles révolutions ne viennent pas de là. Donc, vous voyez, c'est une toute petite minorité, pour le moment, des Russes qui est éventuellement touchée par les sanctions. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais ça va arriver dans longtemps. Pour le moment, c'est business as usual, pardon, je parle mal en français, rien n'a changé en Russie. Les restaurants sont pleins à Moscou et à Saint-Pétersbourg, les supermarchés sont pleins, les marques françaises, par exemple, ont fermé, bien sûr, parce qu'elles sont obligées d'en fermer, mais il y a encore des parfums français qui sont en vente, etc. Vous voyez? Donc, c'est pas du tout ce que je pensais trouver. C'est absolument passionnant ce que vous racontez, parce qu'effectivement, vu d'ici, on ne s'en rend pas forcément compte. Non. Et grâce à vous, à ce que vous racontez, on a cette vision, cette perception. Plus sur l'actualité, quand vous avez vu Volodymyr Zelensky, qui était aux côtés de Joe Biden aux États-Unis, vous êtes dit, vous qui connaissez la Russie, qui connaissez le Kremlin et Vladimir Poutine, vous êtes dit... Comment il voit ça, Vladimir Poutine? Il doit être agacé, on imagine. Ah, mais c'est certain. Vladimir Poutine est exaspéré absolument par tout ce que représente Volodymyr Zelensky. Et c'est pas nouveau. On voit bien la différence incommensurable, même au niveau image, entre ces deux personnes, entre Vladimir Poutine qui est toujours guindé, qui est toujours cravaté, qui est toujours avec des costumes très bien coupés à sa mesure, etc. Et tous les gens qui l'entourent. Quand on voit des images qui viennent du Kremlin, ce sont toujours des images très officielles. Personne n'est en tenue kaki, n'est en tenue de guerre. Vladimir Poutine n'a jamais été sur le front, etc., etc. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce que les Russes m'ont dit de Volodymyr Zelensky. Ils le respectent.
Un peu comme Rim, le soldat russe, qui me disait qu'il respectait son Le drapeau ennemi, et le drapeau ukrainien, parce que justement, il est envahi par le russe et qu'il se défend pour défendre sa patrie. Et les Russes se rendent compte justement de cette différence de communication. Et combien m'ont dit, on est nuls en com. Ça, ils le voient vraiment. Ils disent qu'ils sont nuls en com, que les Ukrainiens sont extrêmement modernes, alors qu'en Russie, c'est dans un autre ton. En revanche, ce que j'ai aussi ressenti, parce qu'on me l'a beaucoup dit en Russie, il y a un sujet, bon là, c'est trop court pour qu'on en parle, mais il y a un sujet qui est obsessionnel du côté des Russes, c'est le sujet de l'Occident dépravé, avec les problèmes de genre, les problèmes de transsexuels, enfin ce que les Russes estiment être un problème. Et d'ailleurs, pendant mon séjour, il y a une loi contre la propagande, ce qu'ils appellent la propagande homosexuelle, qui est de nouveau en train d'être votée et on va vers le retour presque de la pénalisation de l'homosexualité en Russie. Donc tout ça, c'est le climat, effectivement, qu'on voit aujourd'hui. Il nous reste 30 secondes, je voulais juste vous faire réagir, Anne Nival. Je relisais hier soir en préparant l'introduction de votre ouvrage « Un continent derrière Poutine », point d'interrogation, que vous avez publié, et vous écriviez ceci. « Lorsque les moteurs de l'avion nous préparaient à la descente, j'étais en proie au même sentiment. J'avais l'impression de revenir chez moi, dans cette Russie incomprise, cette Russie en transition, en mouvement, écartelée entre les valeurs de l'après-communisme et celles de l'affirmation d'une fierté retrouvée. » Est-ce que vous écririez à nouveau ces lignes aujourd'hui ? Ah bah oui, je pense que c'est la Russie. Ces lignes ont été écrites en 2016. Donc on était loin de là où on en est aujourd'hui. Mais je sentais déjà, c'est pas un scoop, la Russie écartelée, justement, perdue dans son identité. Et le fait que la Russie mène cette guerre montre bien qu'elle ne sait plus où elle en est. Merci beaucoup, Anne Niva. C'était absolument passionnant. Vous pouvez bien sûr retrouver, vous qui nous regardez, tous les reportages sur le point.fr.